Eh bien, mes amis, on va bientôt commencer. C'est bon. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, fidèles de nos petits déjeuners Insider, toute l'équipe est heureuse de vous accueillir, soit il se situe ici dans ces magnifiques locaux, lieu de la gare républicaine à Paris, à côté des chevaux qui nous rappellent le 19e siècle, et nous qui entrons, nous sommes déjà rentrés dans le 21e et pensons le 22e, car il arrive bientôt. Et donc nous devons, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, demain, va impacter le futur, et donc c'est important pour nous d'avoir à la fois ce pied dans la tradition et ce regard vers le futur. Alors évidemment, ce matin, on a un sujet, vous allez nous pardonner, un sujet qui commence par un acronyme, DSPM. Alors, je sais que c'est épouvantable, vous savez, quand vous êtes avec le DSPM, mais n'oubliez pas l'APM, et surtout si vous avez un EDR, n'est-ce pas? Alors là, une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. DSPM, Digital Security Process Management. Le management de tous les processus qui vont permettre de sécuriser la donnée. La donnée, certains disent que c'est le pétrole du 21e siècle, ils ont tort. Le pétrole, plus j'en consomme, moins il y en a. La donnée, plus j'en consomme, plus il y en a. C'est-à-dire, en fait, des données qui rencontrent des données créent de nouvelles données. Et ces données sont en croissance exponentielle en termes de production, puisque on parle d'équivalent de 1000 milliards d'un disque dur d'un téraoctet créé en 2030, pour l'année 2030. Ça vous donne une petite idée de ce que ça représente. Quand on a un disque dur d'un téraoctet, on se dit qu'il faut remplir 1000 milliards. La donnée, elle va croître parce que les capteurs vont croître, l'Internet des objets va faciliter la production de données. Le nombre d'internautes est toujours croissant. Les 5 milliards 300 millions d'internautes ont créé de la donnée. Donc en fait, la donnée va être créée à profusion. Et cette donnée, elle est plus ou moins importante. Si on regarde la température d'aujourd'hui, c'est une donnée. Bon, elle va intéresser sans doute les météorologues et puis peut-être rentrer dans l'histoire pour une météorologie prédictive, mais ce n'est pas une donnée importante. En revanche, on voit bien avec le RGPD, l'article 9, les données les plus sensibles, on voit qu'il y a des données qui sont protégées par le secret de la défense nationale, il y a des données qui sont protégées par le secret des affaires, des données qui sont protégées par la propriété intellectuelle, bref, toutes les données n'ont pas la même valeur. Et comme dans une entreprise, une institution, une administration, on est de plus en plus créateurs, détenteurs, utilisateurs, exploiteurs de données. Finalement, c'est quoi ces données? Elles sont où? Elles sont quoi? Et c'est donc tout l'intérêt de ce petit déjeuner de ce matin, avec des intervenants qui sont particulièrement, je dirais, orientés sur ce sujet. Je pense à Caroline Philippe Sévillard, qui, en plus de toutes ses qualités de responsable à la BNP, est une ancienne de la... C'est encore une ancienne. Une auditrice de la section nationale souveraineté numérique et cybersécurité de l'IHEDN, et ça vous montre bien combien nous avons choisi des personnes de grande qualité pour suivre cette formation. Je suis heureux d'accueillir Victor Vulliard, qui est donc directeur de la sécurité de Sens, un cloud dont il vous parlera avec beaucoup de talent et d'enthousiasme. Et puis, bien sûr, nous accueillons Pierre-Antoine Failly-Crawford, qui est donc responsable de l'équipe de CERT de Varonis. Voilà, donc avec vous trois, on va pouvoir commencer, si vous voulez, à aborder le sujet. Et vraiment, il faut toujours commencer par un périmètre, une définition. Et alors, je me tourne vers vous, Caroline. Le DSPM, comment vous le définiriez-vous simplement? Alors, je ne vais pas dire parce que nos auditeurs et les personnes présentes ont besoin de mots simples, mais je crois qu'il est important de mettre un périmètre derrière un acronyme. Et merci de nous le dire. Bien sûr, vous avez, Victor et Pierre-Antoine, la possibilité de réagir après, d'ajouter. Alors, ça marche, vous m'entendez? Tel qu'on le conçoit chez nous, chez BNP Paribas, le DSPM, en fait, c'est un ensemble de choses qui est à la jointure entre la data protection des DPO et le monde informatique et le monde de la cybersécurité. Donc concrètement, on a, on va dire, 4 grands processus autour de ça. On a l'environnement Zero Trust, qu'on développe de plus en plus, et en particulier pour la guerre de l'Ukraine. On a le deuxième donné, c'est la classification des données, sachant qu'on en a un paquet depuis un certain temps. Le troisième sujet,
c'est que ces données, il faut qu'elles soient, résilientes, voilà, puisque effectivement, on a un vrai sujet de perte de données, d'attaque de nos données, etc. Donc il faut, en tant qu'entreprise essentielle, dans la loi de la LPM, qu'on soit capable de restaurer nos données. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'on a une obligation absolue vis-à-vis de notre clientèle, qu'elle soit clientèle individuelle ou clientèle entreprise d'ailleurs, et que comme on est quand même un peu gros, on est par nature un target enviable pour certains acteurs. Voilà. Donc on s'articule autour de ces sujets-là. Et on essaye de s'organiser à la fois avec les utilisateurs, les informaticiens, etc., les CISO, pour faire en sorte que l'ensemble de la donnée soit protégée dans le futur. Merci. Dans ce que vous avez dit, j'ai retenu en particulier, vous avez dit on est à la fois DPO, cybersécurité. Comment vous voyez cette espèce de, non pas de no man's land, mais d'intersection peut-être entre des domaines, vous qui êtes directeur de la sécurité chez Sens ou vous chez Bornis, comment voyez-vous justement cette relation, où est-ce qu'on se situe par rapport dans l'écosystème, si je puis dire, de la protection de la donnée? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que la donnée en elle-même, c'est probablement l'asset le plus important de chaque société. Concrètement, c'est ce qui valorise une société. Mais en même temps, on a le paradigme où des utilisateurs finaux doivent pouvoir manipuler et, on va dire, éditer cette information. Donc, ils doivent avoir accès à cette information-là et collaborer même avec d'autres personnes au sein de la société. Et donc, du coup, le paradigme est compliqué à gérer. Il faut sécuriser ces données, mais en même temps, la laisser un peu ouverte à certaines populations pour qu'elles puissent partager cette information. Et donc, du coup, ça nécessite obligatoirement, effectivement, d'impliquer les équipes de sécurité opérationnelle, les équipes de gouvernance des risques, les équipes qui doivent gérer justement toute la régulation en lien avec est-ce que ma donnée ici sensible est protégée complètement et prouver qu'elle l'est, donc est-ce que j'ai des risques dessus et est-ce que je peux les adresser ces risques, mais également l'utilisateur final, parce que, ou les services métiers, parce que la donnée, ça peut être de données personnelles, donc facilement identifiables avec des critères qui sont définis. En revanche, la donnée métier, un peu plus, on va dire, subjectif, ça dépend concrètement du métier, et que les responsables des métiers sont en capacité de savoir si, un, les utilisateurs qui accèdent à ces données métiers sont légitimes, et deux, est-ce qu'elle est vraiment importante à sécuriser en priorisation. Donc il y a vraiment la nécessité d'embarquer toutes les équipes, à la fois opérationnelles, mais aussi les utilisateurs finaux, les responsables de métier, et c'est la grosse difficulté finalement pour avoir une sécurisation de la donnée assez haut niveau avec une gouvernance associée. Oui, Victor, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir sur un message de Caroline qui mettait en exergue l'importance de la résilience. Et c'est vrai que quand on se pose la question de la sensibilité de la donnée, on a souvent ce réflexe confidentialité. Et on oublie parfois qu'il y a aussi des questions d'intégrité, de disponibilité qui doivent rentrer en compte. Et c'est important, typiquement quand on est opérateur d'importance vitale et qu'on doit assurer la continuité d'un service qui est critique pour la nation ou critique pour nos clients. C'est important de s'organiser aussi dans la classification, enfin l'identification et la classification de ces données et la bonne réponse pour apporter cette résilience. Juste pour vous donner un exemple, dans le cadre de notre offre Cloud de confiance, on a 3 data centers actifs avec une réplication de toutes les données, y compris parfois certains états à mémoire, ce qui demande une latence extrêmement faible. Et ça permet d'atteindre un niveau de disponibilité, parfois jusqu'à 4-9, en tout cas c'est cet ordre de grandeur, ce qui est assez unique. Et ce côté résilience, souvent on ne le classifie pas suffisamment et on se concentre trop sur la partie confidentialité. Alors, oui, merci. Pardon, allez-y. Oui, pour BNP Paribas, il y a un facteur, il y a un coef supplémentaire qui est que c'est une entité qui est excessivement régulée et pas que par les Français ni par les Européens. C'est-à-dire qu'on se prend toutes les réglementations du monde entier sur le dos. Et tout le monde, notamment en Asie, n'a pas la chance d'avoir l'Europe. Donc il y a des réglementations, voilà. Donc tout ce qui est lié à la transfert de la donnée, à la protection de cette donnée, à la conservation de cette donnée, à l'effacement des données en fonction des réglementations des pays A, B, C ou D, est extrêmement complexe à gérer. Oui, c'est intéressant. En fait, on est obligé aussi d'appliquer à la donnée toutes les réglementations qui s'imposent, et donc on est aussi dans la conformité. Il y a un gros volet conformité, en tout cas dans la banque, sur toute cette politique de sécurisation des données. Et c'est là où c'est de la même manière, c'est ultra intéressant, parce que la régulation, enfin les réglementations de manière générale, encore une fois, mettre des règles sur des typologies de données.
Donc les données financières, les données à caractère personnel, ou carrément les propriétés intellectuelles potentiellement pour les algorithmes de trading de la CIB. Tout ça, finalement, en fait, il y a des réglementations. En revanche, on est incapable de pouvoir prouver que la donnée est sécurisée et qu'on est en alignement avec la réglementation si on n'a pas de visibilité sur où est située cette typologie de données et du coup quels sont les risques associés. Et c'est là où, à mon avis, ce mot-clé des SPM prend tout son sens. Alors pareil, j'aime pas trop les acronymes, il y en a tellement qu'on s'y perd, mais globalement la protection de la donnée nécessite obligatoirement d'avoir un inventaire de la donnée sensible. Donc qu'est-ce que ma donnée sensible? Il faut aller dans chaque entrepôt de données, que ce soit des entrepôts on va dire structurés comme des bases de données, que ce soit plutôt de la donnée non structurée, donc créée par des métiers dans des fichiers Word, Excel et j'en passe. Il faut aller voir à l'intérieur de ces entrepôts pour identifier si oui ou non la donnée est sensible, avec les bons critères de détection justement sur cette donnée. Ça, c'est que finalement, c'est que la première étape. Parce que quand on a un inventaire on va dire, à jour de où se situe ma donnée sensible et quelle typologie de données j'ai à l'intérieur de ces fichiers et dossiers, il faut comprendre aussi les modèles de permission qui s'appliquent sur ces différents entrepôts. Sur du serveur de fichiers, par exemple classique, Windows, c'est facile. Mais quand on commence à rentrer dans des entrepôts de données type cloud, Salesforce ou base de données ou carrément de Microsoft 365, il y a beaucoup de collaboration. Et bien on se retrouve en fait sur concrètement la nécessité de comprendre et d'analyser ces modèles de permission qui sont silotés par technologie et plateforme. Et c'est là où c'est vraiment ultra compliqué. Si on veut être encore une fois en alignement avec la régulation, il faut avoir la capacité d'identifier la donnée sensible, mais aussi les risques associés à la donnée. En fait, on est un petit peu dans l'élargissement, la généralisation de ce qu'on nous demandait au moment où on a lancé le RGPD. On vous disait cartographier, parce que les gens ne savaient plus très bien qui détenait des données à caractère personnel, qui les créait, qui les stockait, qui les échangeait. Et donc, l'un des premiers jobs qui était confié, notamment au DPO, c'est qui fait quoi, où, quand, comment. Voilà. Donc ça, c'est... Caroline, vous voulez rajouter ? Non, mais la différence avec le RGPD qui n'a pas été simple à implémenter, c'est que, en tout cas pour des établissements comme BNP Paribas, sur la donnée sensible, d'abord la nature de la menace a changé de configuration depuis, déjà, et ensuite on a un vrai sujet et un vrai problème, c'est que on a quand même si on a réussi à classifier des données avec des normes, etc., à la base, la classification de données, elle repose sur des gens. Donc il faut que les gens ils soient bons pour arriver à distinguer ce qui est privé, ça, à la limite on y arrive, mais de ce qui est confidentiel ou secret. Et puis après il y a un énorme enjeu qui est le legacy. Le legacy sur des systèmes qui sont vieillissants, etc., etc. Et ça, c'est un enfer. Et même des outils comme Varonis, on n'arrive pas complètement. C'est là où le RGPD avait quand même une bonne approche, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder chaque donnée individuelle, le focus c'est par traitement, oui. Et du coup se dire quels sont les process dans mon entreprise, qui en est responsable, à quelle finalité, quand je collecte une donnée, quand je traite une donnée, pourquoi je le fais. Et ça finalement c'est reprendre la main sur la logique et ça apporte beaucoup de valeur. Après la grosse difficulté c'est que tout le monde n'a pas la même définition de données sensibles. Dans le RGPD on a un article qui définit ce qu'est une donnée sensible, mais d'autres vont avoir d'autres définitions. Par exemple, je vous donne juste un exemple, dans le cadre étatique, la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, a lancé une directive Cloud au centre qui décrit ce qu'est une donnée sensible, et dans cette description, toute donnée personnelle est sensible. Ouais. Pas uniquement les données sensibles du RGPD. Donc c'est là où on voit les différences de périmètre et du coup, quelque chose qu'on appelle de la même façon, dans un cadre A ou dans un cadre B, on n'a pas les mêmes contraintes et on ne doit pas apporter les mêmes solutions. Et dans tout cet échiquier, c'est important justement d'avoir cette vision conformité. C'est-à-dire en fonction de son métier, en fonction des différents éléments de son périmètre. On a certains systèmes qui vont être systèmes d'information d'importance vitale, dans le cadre de la loi de prévention militaire pour les opérateurs d'importance vitale, qui vont être diffusion restreinte quand on a des systèmes qui sont homologués pour traiter certains types d'informations, soumis à DORA, soumis à telle et telle directive. Et ce qui est important, c'est pas forcément, c'est utile de regarder, quand j'ai une donnée qui a un numéro de sécurité sociale ou un numéro de carte bleue, de savoir identifier de manière plus ou moins automatique ces types d'informations, mais aussi d'avoir la vision globale dans son système, qu'est-ce qui est soumis à quelles contraintes, et de pouvoir aussi avoir à la fois la vision globale et parfois rentrer dans le détail, mais éviter de toujours se perdre dans le détail. Oui, merci de nous apporter ces précisions et de montrer que finalement beaucoup de
de réglementation s'additionnent et que pratiquement le DSPM nous oblige à faire le périmètre complet, voir toutes les intersections, mais aussi voir tous les ajouts de telle ou telle réglementation qui s'impose à l'entreprise ou à l'administration en question. Et c'est vrai que quand on pense à données, évidemment, il y a la première approche, c'est la donnée stockée dans le château fort, personne ne sort, il y a les douves, il y a les alligators et l'huile bouillante pour empêcher. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans des entreprises, des administrations élargies qui travaillent avec d'autres acteurs et donc la donnée, par définition, elle n'est pas uniquement stockée, elle est aussi en mouvement perpétuel. Et donc, c'est intéressant d'aborder cette question de l'SPM au travers de la complexité des organisations. Comment, aujourd'hui, par exemple, dans une banque, mais aussi pour vous, comment cette complexité des organisations, cette entreprise élargie, les sous-traitants, la supply chain, est-ce que tout ça aussi, ça n'indique pas une difficulté à la compréhension, je dirais, de cet ensemble de données qui sont à la fois statiques, mais en même temps extraordinairement mobiles? Alors, c'est une réponse qui est compliquée parce que si on prend le cas de BNP Paribas et si on prend le cas de la donnée, on a deux acteurs. Grosso modo, on a les acteurs, enfin les utilisateurs de la donnée. Voilà. Donc déjà, il faut savoir, on sait les reconnaître quand on demande un accès à la donnée, mais ensuite à quelles données précisément dans un cloud donné il a le droit ou pas, ça, on est moins bon. Ensuite, donc ça c'est en progrès. Il y a un deuxième sujet, c'est les applications, où est-ce qu'on les met, etc. Donc là, c'est pareil. Il faut qu'elles puissent communiquer entre elles. Il faut qu'elles puissent être, les données puissent être transfrontalières en respectant les réglementations des uns et des autres. Pas toujours simple. Donc on a un certain nombre de verrous de contrôle, de sécurité. Mais une fois de plus, il y a le legacy qui intervient. Et là, honnêtement, il y a un trou noir. Après, sur les données, là où c'est devenu très compliqué, c'est depuis la guerre de l'Ukraine, on s'est rendu compte, et on a eu des gros incidents, on s'est rendu compte qu'on était capable on n'arrivait pas forcément à restaurer correctement des données. Donc, et quand c'est des données qui sont vitales, c'est un vrai problème. Donc on a travaillé sur la notion de bunkerisation des données vitales pour être sûr que jamais en rêve on va perdre la donnée. Donc ça c'est en cours, ça se développe fortement depuis notamment la guerre de l'Ukraine et des incidents qui étaient importants. Et puis il y a tout le sujet de la résilience dans son ensemble. Et là, la résilience, autant sur les chaînes critiques, ça marche, mais là, c'est là qu'on intervient avec les supply chains. Et là, on est encore, malheureusement, au début du processus, parce que Dora est arrivée assez tôt, on a le CP sur le dos qui nous dit « Est-ce que vous êtes prêts ?» Pas pour tout. Et ça, c'est vrai que l'extraction des données avec des suppliers, c'est quelque chose qu'on n'a pas complètement inventorié. On a eu un cas récemment qui est un truc très bête, je vous en parle, mais enfin c'est connu, donc on peut en parler. Autant les mails, tout ça, c'est sécurisé, toutes les suites 360 là, de Microsoft, on sait faire. Mais on s'est rendu compte que, par exemple, par un Bloomberg d'un opérateur, on pouvait sortir des données sur son téléphone. Ah ben, pas de bol. Donc voilà, puis Bloomberg, c'est pas des gens avec qui vous négociez sur le thème, c'est pas possible, il faut trouver autrement. Donc il faut sécuriser en interne. Donc il y a encore des canaux de communication, en fait, externes, qu'on découvre. De moins en moins, mais enfin ça arrive. Voilà, donc et ça c'est lié à la complexité des organisations, et des métiers, et des gens. C'est intéressant parce que vous avez cité l'Ukraine, on se souvient de NotPetya, qui était un pseudo rançongiciel en vérité, c'était une attaque essuie-glace. C'est-à-dire qu'en fait, on croyait que c'était une demande de rançon, mais en fait, les données ont été carrément effacées. Et d'ailleurs, nous avons eu en France des dégâts collatéraux avec NotPetya. Et donc, ça fait partie justement de ces menaces. Peut-être, est-ce que sont nouvelles, je ne sais pas, mais en tout cas, elles ont pris beaucoup plus d'importance avec le conflit en Ukraine et avec les conséquences que l'on connaît. Vous voulez réagir peut-être l'un ou l'autre sur les menaces, sur... Oui, avec plaisir. Alors effectivement, les guerres de manière générale, c'est un catalyseur parfait un catalyseur du coup parfait pour commencer à prendre des positions pour les acteurs malveillants. Dans leur globalité, il y a toujours une volonté de se démarquer et d'avoir un impact qui est reconnu publiquement. Donc c'est clair que là-dessus, il y aura toujours ces typologies d'attaques. En revanche, ce que je constate depuis plusieurs, on va dire, déjà la typologie de la menace a complètement changé par rapport à il y a 10 ans
où je me souviens concrètement, je faisais des tests d'intrusion à l'époque, donc les méthodologies étaient très bien définies. On avait pour objectif de compromettre des systèmes d'information, et ça mettait entre 1 et 3 jours, et on avait la capacité de compromettre l'intégralité des systèmes d'information. Mais comme on disait tout à l'heure, c'était le paradigme où on est dans une forteresse, et l'objectif c'est de savoir par où déjà on arrive à rentrer dans la forteresse. Et la première possibilité, c'était ça, c'était comment on fait pour arriver dedans. Une fois qu'on était dedans, en revanche, ça mettait, encore une fois, quelques jours max pour pouvoir complètement compromettre l'intégralité du système d'information. Aujourd'hui, en gros, la surface d'attaque, elle n'est plus du tout centralisée dans quelque chose que toutes les sociétés maîtrisent vraiment excessivement bien, justement. Elle se repose sur, pas juste de la techno hébergée dans nos data centers ou directement dans certains placards pour certaines sociétés, mais plutôt chez différents prestataires de services, cloud ou de services d'application de manière générale, tel Microsoft sur la partie O365 par exemple. Et c'est pas les seuls. On a aussi du Salesforce, des services là, tout est passé en SaaS concrètement pour faciliter la gestion au quotidien et peut-être l'accessibilité à la donnée. Et ce qu'on constate de manière assez récurrente depuis au moins, là on a fait une étude depuis 2024 sur toutes les typologies d'attaques qu'il y a eu du côté Varonis sur lesquelles on est intervenu. Et dans 60% des cas, c'était simplement une réutilisation d'un identifiant compromis ou d'un mot de passe qui avait été récupéré dans une base de données qui avait leaké depuis, je sais pas, un LinkedIn ou depuis d'autres instances qui auraient été, entre guillemets, piratées. Donc en fait, la facilité qu'on a aujourd'hui de pénétrer d'une certaine manière sur un système d'information, et c'est une aubaine, parce qu'on peut y aller, on a un accès facile, avec des identifiants qu'on a, le ROI il est génial, on a juste à prendre l'identifiant, le RSA et ça fonctionne, donc parfait. Et ensuite derrière, on bénéficie malheureusement en fait des risques inhérents, donc ce qu'on appelle souvent la surface d'attaque, ou le blast radius en anglais, mais des risques inhérents associés à cette identité. On sait que comme le système d'information nouvelle génération se repose sur plein d'applicatifs distincts qui sont gérés par des identités ou des services distincts, forcément il y a des décalages niveau maturité de sécurité sur ces entrepôts, et donc malheureusement ça expose des risques, et donc un utilisateur compromis aura accès à toute une panoplie de services avec de la donnée à la fois métier, personnel et parfois propriété intellectuelle, en passant par du Salesforce, en passant par du OneDrive, en passant par juste en compromettant une identité. Et ça, c'est une aubaine parce que justement, on a un ROI sur les typologies d'attaque qui est maximal. On le voit depuis des semaines ou rien qu'en janvier, je ne sais même pas combien d'attaques on a comptabilisé juste sur le sol français, sur du retail, sur des grosses sociétés de retail, comme par hasard, les unes après les autres finalement sortent dans les médias, mais pas que. Et ça, c'est vraiment la représentation actuelle du ROI. Il n'y a pas besoin d'investir énormément de temps ou de connaissances concrètes en tant qu'attaquant ou en tant qu'attaquant malveillant, on va dire, ou interne, et on peut avoir des conséquences à la fois image et information qui sont colossales. On le voit chez Free, par exemple, pour ne citer que, mais voilà, c'est assez dommageable. Et c'est pour ça que le risque en question, si on n'arrive pas à l'identifier sur chacun de ces entrepôts de données, qui, une nouvelle fois, je reprends l'image de Salesforce parce que c'est pour moi un entrepôt qui n'est même pas aujourd'hui regardé par la sécurité. La plupart des sociétés, à part, j'en ai 2-3 en tête, mais qui sont des multinationales, à part ce type de société, Salesforce, c'est un entrepôt de données qui a énormément de données personnelles, énormément de données métiers, énormément de données même internes, et qui n'est même pas dans le giron de la sécurité. C'est les opérationnels qui sont maîtres de ces environnements-là, avec des admins dédiés, mais peu importe, s'il y a des risques dans Salesforce, à la limite, pour eux, c'est pas grave, ça fonctionne, ça fait ce que ça a à faire, il y a plein de données, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on ne sait pas trop si c'est un risque, mais c'est pas grave. Justement, Victor, le caractère hybride aujourd'hui de nos systèmes d'information, vous qui êtes sur un cloud, on a aujourd'hui, autrefois on évoquait l'infrastructure as a service, software as a service, aujourd'hui IA as a service, base de données as a service. En fait, on voit la multiplication des applications possibles dans le cloud. Est-ce que tout ça, ça ne complique pas, quand on a par exemple du multi-cloud, est-ce que ça ne complique pas en fait cette DSPM, ou est-ce que c'est à cause de ça justement que la DSPM est d'autant plus nécessaire? Alors, déjà, vous soulignez le besoin. C'est vrai qu'entre des services d'infrastructure, il y a des services de containerisation, CAS, de services managés, toute la partie PaaS, voire du software as a service, la partie SaaS, en ajoutant l'IA et tous les services managés de traitement de données en masse dont on veut pouvoir disposer. Il y a un énorme besoin aujourd'hui.
Et cet énorme besoin, il peut se trouver freiné, en particulier parce que sur des fournisseurs cloud extra-européens sur lesquels on aurait envie de mettre des données qui sont sensibles et qui sont potentiellement concernées par un certain nombre de réglementations, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours souhaitable, et c'est important d'avoir en France des solutions qui apportent à la fois une cybersécurité, une maîtrise des données, mais en même temps la capacité à avoir des services performants, innovants et qui couvrent un panel extrêmement large. Le côté multi-cloud, des fois, c'est aussi pour pallier le défaut de services dans un certain nombre d'offres cloud. Alors, justement, ce qu'on apporte à Sens, c'est du fait de notre partenariat. Donc, Sens, c'est une filiale de Thales en partenariat avec Google. Donc, Thales est acteur majeur de la cybersécurité en France, en particulier qui fournit un certain nombre de produits et services qualifiés, que ce soit des sondes, des offres SOC, des audits PASI, etc., mais aussi des logiciels de partage sécurisés comme Citadel, par exemple. Donc ça donne une vraie culture cybersécurité, et l'alliance avec Google nous permet d'avoir la technologie de Google qu'on opère nous-mêmes dans nos data centers de manière indépendante, et du coup d'offrir à nos clients le même niveau d'innovation et de performance que ce qu'ils auraient dans Google Cloud, un GCP public, et en même temps la maîtrise des données. Et on parlait tout à l'heure de la partie supply chain, juste pour vous donner un exemple de à quel point on va extrêmement loin dans la maîtrise des données de nos clients. Une des problématiques que tout le monde a, c'est quid des logiciels qui sont fournis par des entités auxquelles j'ai pas envie de faire confiance complètement. Et tout le monde a la problématique, parce qu'on n'a pas ou peu de fournisseurs français pour avoir des systèmes d'exploitation, des équipements réseau, des baies de stockage, des systèmes de virtualisation, etc., etc. Alors, bien évidemment, nous, dans notre partenariat avec Google, on bénéficie de toute la force de Google, parce qu'ils ont des dizaines de milliers d'ingénieurs qui corrigent des vulnérabilités, implémentent des fonctions de sécurité, etc., etc. Mais en même temps, on veut vérifier ce qu'ils nous fournissent et ce qu'on va installer, nous, sur notre infrastructure cloud. Donc on a deux environnements complètement distincts, une production client et une zone de quarantaine. Quand Google nous propose une mise à jour, on l'installe d'abord dans la zone de quarantaine. On analyse par comportement à la fois niveau système et niveau réseau l'ensemble de ce que fait le logiciel. En même temps, on fait du reverse engineering automatisé de toutes les mises à jour, et ça correspond à des milliers de mises à jour. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement ambitieux. Et on va autoriser l'installation en production client uniquement quand on a un niveau de confiance satisfaisant et qu'on n'a rien trouvé d'anormal. Et là où c'est super intéressant, c'est que Google, dans sa transparence, va même jusqu'à nous donner accès à l'ensemble du code source de GCP. Donc si on voit quelque chose d'anormal, on peut aller regarder pourquoi on a quelque chose qui potentiellement a fait tilter une heuristique ou une autre. Donc dans toutes ces problématiques, on se voit ici, on se pose la question de comment je protège ma donnée sensible. Mais des fois, ma donnée sensible, elle est traitée par des logiciels que je suis obligé d'importer dans mon système d'information. Et du coup, en matière de réponse, c'est aussi très important de s'organiser. Et là, on a un exemple qui, à ma connaissance, est le plus ambitieux, parce que je connais personne qui essaye d'aller aussi loin dans la maîtrise du logiciel sur des volumes aussi importants, mais justement pour apporter une confiance et un contrôle de l'information pour nos clients. Merci. Votre intervention nous ouvre des portes sur bien d'autres sujets, le Cloud Act par exemple, justement, parce que quand on parle de la sécurité de nos données, et aussi l'accès transfrontalier à ces données, et le risque qu'on a de voir des autorités américaines mettre la main sous prétexte que. Donc c'est toute la question effectivement que vous avez soulevée implicitement avec Google, en montrant certains partie plutôt technologique et non pas conceptuelle de l'ensemble de votre cloud. Effectivement, on parle souvent du FISA ou du Cloud Act, ce qui est une vraie problématique et qui est aujourd'hui insuffisamment prise en compte, mais on peut souligner qu'en France, on a cette chance d'avoir l'ANSSI qui a donné un cadre extrêmement clair au travers de la qualification Second Cloud. Et la dernière version qui est apparue il y a déjà quelques années, mais la version 3.2 de Second Cloud, a justement toute une section pour apporter des protections contre les lois extraterritoriales. Et ça concerne à la fois les modes d'opération, la gouvernance au sein de l'entreprise et qui détient l'entreprise. Donc typiquement, il y a des seuils
Si on a plus de 30 et quelques pourcents qui sont détenus par une entité extra-européenne, on n'est pas éligible du tout à la qualification en Second Cloud. Et du coup, c'est des seuils qui sont définis de telle façon à ce qu'une entité extra-européenne ne puisse pas faire pression sur l'entreprise ou sur un individu de l'entreprise, hein, parce que FISA est aussi un débordement qui a été observé dans ces dernières années, avec la capacité aux États-Unis de demander à un citoyen américain, ce qui va encore plus loin que ce qu'on avait en tête avant vis-à-vis d'une entreprise. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en France ce cadre qui est protecteur, et l'ANSSI qui a été précurseur au niveau européen pour définir un cadre qui nous protège. Pourvu que ça dure au niveau européen. Et Caroline, vous voulez réagir sur la notion de cloud, l'entreprise Nous, BNP Paribas, on a un principe, c'est qu'on est parano déjà. Donc on pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on déploie l'environnement du cloud, etc., on est plutôt dans une logique de multi-cloud et de segmentation des données qui va partir dans un cloud A ou dans un cloud B. Voilà, donc ça c'est une donnée importante. Nous sur l'environnement Internet de BNP Paribas, on est relativement bien protégé, on est attaqué tout le temps, mais on s'en sort plutôt pas mal. Nous, notre vraie terreur, en fait, aujourd'hui, c'est l'insider. C'est vraiment l'attaque de l'interne qui infecte nos serveurs, etc. Voilà. Et ça, c'est un sujet, et c'est pour ça que la protection des données, j'ai envie de dire, de façon native, est fondamentale. Et qu'on ne puisse pas laisser n'importe qui accéder à n'importe quoi. Alors, cette fois, tu mentionnais dans une question précédente au début de l'échange aussi l'importance du Zero Trust, oui. Alors qui est parfois terme tarte à la crème et galvaudé d'un point de vue marketing, mais l'essence même du Zero Trust, c'est à qui je donne accès, dans quel contexte, pour quelle finalité, à quelles données. Et justement, c'est une vision moderne, granulaire, pour éviter le château fort que tu mentionnais tout à l'heure, qui permettrait à un attaquant, une fois qu'il a un premier pied, de se latéraliser et ensuite de compromettre l'ensemble de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est important aussi dans nos entreprises, de rentrer dans cette logique, entre guillemets, moderne, qui est moderne depuis 10 ou 15 ans, mais qui néanmoins est plus moderne que ce qu'on avait avant, mais qui nous permet de nous protéger justement contre cette militarisation et contre les attaquants internes, ce qui est super important. Et c'est vrai que, bon, déjà, tout ce qui est malveillance interne, on n'en est pas toujours conscient. C'est-à-dire que comme c'est insuffisamment protégé, insuffisamment surveillé, il peut se passer des choses sans que les entreprises le perçoivent. Et surtout, elles n'ont pas toujours d'outils pour gérer tout ça. Donc c'est important dans ce type d'infrastructure, ce type de solution moderne, c'est d'avoir les annuaires, les gestions des droits et de l'intégration avec l'ensemble des services qui sont derrière, ce qui est aussi une force dans ce qu'on peut proposer. Ben merci d'avoir cité Zero Trust, puisque c'est le thème du Forum international InCyber du mois d'avril prochain, Zero Trust. J'ai confiance parce que je commence par ne pas avoir confiance. Et c'est un peu paradoxal, mais finalement c'est peut-être la vraie solution, parce que le mot confiance sera certainement le mot-clé qu'on entendra en permanence dans les décennies à venir. Confiance dans les systèmes, confiance dans les données, confiance dans les personnes, confiance dans les process, ainsi de suite. Vous vouliez réagir? Oui, sur la menace interne, effectivement, c'est quelque chose, j'en parlais tout à l'heure sur la typologie d'attaque qui change, où on compromet une identité utilisateur, on devient l'utilisateur. Finalement, en fait, la menace interne devient la menace principale aujourd'hui, parce que, quoi qu'il arrive, il y aura un accès sur un système d'information. Et ce que je voulais dire par là, c'est que il est ultra difficile, voire impossible, de pouvoir identifier si la personne qui fait les actions est à l'origine de ses propres actions, finalement, d'une certaine manière. Parce que quand un attaquant compromet une identité sur un système d'information, il devient cette personne, concrètement. Et sur la plupart du temps, sur la machine de la personne en question également. Et donc, du coup, à partir de là, trouver une différenciation entre l'intentionnalité, déjà même la personne en elle-même pour avoir des intentions malveillantes, parce qu'elle part à la concurrence, parce qu'elle a peut-être envie de gagner un peu plus d'argent à la fin du mois en allant vendre de l'information. Je l'ai vécu, je le sais, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais à côté de ça, il y a aussi comment on fait pour identifier si ce n'est pas la même personne. Donc en fait, la seule possibilité qu'on a sur ce niveau-là, il y a effectivement la partie Zero Trust, il faut pouvoir mettre en place des espèces de ségrégation avec des critères bien définis, au même titre que sur la donnée, être en capacité de détecter la donnée, d'être sûr que cette donnée-là
est associé à une espèce de politique interne de DLP. Si on n'est pas sur le réseau interne avec une machine enrôlée dans mon référentiel d'identité et de machine, on n'a pas le droit d'ouvrir la donnée, mais aussi tracer concrètement ce qui se passe. Il faut avoir les logs, la traçabilité de toutes les actions qui sont faites, à la fois sur la donnée, à la fois sur la partie configuration des outils d'IAS, ou même carrément sur la création d'identité de profil. Toutes ces informations-là qui, dans un périmètre IAS comme GCP, enfin Google Cloud Platform, ou quel que soit le cloud provider, est ultra complexe à gérer. Et si on n'a pas cette capacité de traçabilité vraiment, mais maximale, de profondeur maximale sur tous ces entrepôts de données, avec toute cette profondeur, on va dire, de traçabilité, il est déjà impossible de pouvoir détecter quoi que ce soit. Donc déjà, il faut les avoir, c'est vrai. Et une fois qu'on les a, et c'est là où NIS 2 d'ailleurs avait essayé de mettre un point d'honneur sur cette partie-là, ça ne sert strictement à rien d'avoir un puits de log qu'on n'exploite pas. On n'exploite que quand on se rend compte qu'il y a un problème. Ah oui, mince, attends, on va regarder ce qui s'est passé. Il faut en faire quelque chose de ces logs. Et c'est là où c'est super important, et encore une fois, NIS 2 le force à faire de la détection concrètement sur ces logs, en faire quelque chose, essayer d'interpréter de ces logs quelque chose qui met à risque mon information ou carrément de la malveillance concrète. Et là-dessus, il n'y a pas 36 millions de façons de faire, malheureusement, à l'échelle, en tout cas, avec la volumétrie de logs qu'on a, c'est qu'on est obligé d'avoir des espèces de moteurs de machine learning, un peu d'intelligence artificielle qui interprètent finalement en masse ces logs pour pouvoir en déceler des signaux faibles. Attention là, il y a des anomalies d'accès, quelles qu'elles soient. On va aborder l'intelligence artificielle, mais ce que vous avez dit là montre bien que la donnée, s'il n'y avait qu'un seul argument pour dire je dois développer une culture de cybersécurité dans l'ensemble du personnel qui travaille dans l'institution, alors que, encore il y a quelques années, on aurait dit il y a un DPO, il y a un RSSI, il y a un DSI, ils font leur boulot, il y a une équipe incendie. Oui, mais enfin, l'équipe incendie, elle n'empêche pas que chacun évite de mettre son mégot dans la corbeille à papier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, avec la donnée, c'est peut-être vraiment la prise de conscience d'une culture partagée, d'une responsabilité partagée, d'une cybersécurité collective et collaborative. Ça, je pense que c'est un élément fondamental. Je ne pense pas qu'on sécurise les systèmes d'information juste par la curiosité intellectuelle ou par le challenge intellectuel, à mon avis. J'en suis convaincu, c'est clairement qu'on essaye indirectement de protéger la donnée. Ça, c'est une certitude. Donc effectivement, à mon avis, depuis des années, simplement on mettait de la couche de protection sur les emails, sur les posts utilisateurs, etc. Mais finalement, implicitement, on essaie de faire en sorte que seule la personne qui consomme la donnée dans ma société la consomme dans les bonnes manières et qu'elle n'en abuse pas. Donc concrètement, depuis le début, on essaie de sécuriser la donnée dans nos systèmes d'information. Ça, c'est une certitude. Alors face à la complexité, vous l'avez évoqué, évidemment on peut faire une recherche avec les gommes, le crayon, un tableau de papier, mais on n'ira pas bien loin parce qu'on a un système qui est vraiment très dispersé, très interconnecté. On est dans un écosystème complexe. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, ça tombe bien. Parce que vous savez que commence dans quelques jours le sommet mondial de l'IA et il est organisé, ce sommet mondial, pour qu'un certain nombre d'experts réagissent par rapport à notre discussion de ce matin au petit déjeuner. Donc vous voyez, le fait qu'on parle de l'IA aujourd'hui n'est que l'ouverture de ce sommet mondial de l'intelligence artificielle, les autres venant simplement nous dire que tout ce qu'on a dit était parfait. Alors, comment utilise-t-on l'intelligence artificielle pour justement mieux maîtriser ces données dans le système hybride, multi-cloud, avec des sous-traitants? Comment aujourd'hui ces outils peuvent être mis en œuvre? Déjà, il y a plein de risques là-dessus. C'est une horreur. Alors, c'est génial pour toute la productivité, toute la capacité d'agrégation, d'intelligence que ça va fournir avec un résultat final quand on pose une question qui est géniale. En revanche, ça pose un nombre de problèmes inconsidérable tant sur les moyens d'apprentissage de ces moteurs, parce que finalement ces grands modèles de langage sont entraînés sur de la donnée. Quel type de données? Est-ce que c'est de la donnée de ma société ou pas? On en reparlera peut-être à un moment donné, mais déjà dans l'apprentissage en tant que tel. Et ensuite, c'est aussi dans la consommation de ces langages, de grands langages, les LLM, c'est comment on les consomme, à la fois tant sur la partie publique, donc les ChatGPT, l'OpenAI, les DeepSeek, l'ENCO, comment un utilisateur interne consomme finalement ces applications publiques,
avec quel type de données, est-ce qu'il fait des copier-coller de la donnée interne déjà de ma société ou pas, est-ce qu'il upload des fichiers à traduire qui correspondent à ma donnée interne ou non. Et ensuite, il y a l'autre problématique centrale là-dessus, c'est la réponse qui est donnée par ces moteurs. Parce que je le vois, mais tellement souvent, surtout sur la partie ultra technique, si on commence à demander une facilité de donner du code, par exemple, on demande à ChatGPT ou n'importe quel moteur de générer, de nous donner du code, en disant j'ai ce problème-là, génère-moi un morceau de code qui me permettrait de répondre à ce besoin. Le moteur va nous répondre un morceau de code et on a une espèce de biais cognitif d'autorité d'une certaine manière où on va faire confiance absolue dans ce moteur et dans ce qu'il va nous renvoyer comme information. Donc d'une certaine manière, on va croire naïvement que effectivement c'est la meilleure solution, qu'il n'y a pas de vulnérabilité dans le code qui m'est proposé, ce qui n'est quasiment jamais le cas pour être honnête, parce que même les informations qui sont tournées par ces moteurs-là sont quand même perfectibles. Et la dernière chose sur la partie IA qui est ultra importante à mon avis à l'échelle d'une société, c'est concrètement le fait que, oublions maintenant la partie publique de ces moteurs d'IA, en interne, vraiment dans la société, quand on implémente des moteurs qui nous permettent de faciliter le quotidien de l'employé final de ma société, c'est concrètement ces moteurs d'IA se reposent sur de la donnée accessible par un utilisateur donné. Ce qui veut dire que si moi, Pierre-Antoine, dans ma société, j'ai beaucoup trop de permissions parce que le risque n'est pas maîtrisé et que du coup je fais une demande à ce moteur interne qui va aller chercher à l'intérieur de chacun des fichiers alors que je n'avais même pas connaissance que j'y avais accès et qui va aller me rapatrier cette donnée-là facilement à l'échelle pour me la donner, me la restituer. Finalement, j'ai exfiltré de l'information sans le savoir sur de l'information sensible auquel je n'ai pas censé avoir accès. Donc finalement, c'est là où ça devient ultra intéressant la partie IA générative, même en interne dans les sociétés, c'est que ça se repose sur les modèles de permission qui sont déjà en place. Et donc ça remet finalement au milieu du village le problème de la donnée et la protection de la donnée qui est critique. Sinon, les moteurs d'IA vont dire consommer ces informations-là ou en apprendre, et ça peut amener des conséquences qui sont colossales sur l'exfiltration d'informations. Alors oui, vous vouliez intervenir. Alors, moi, deux choses. Sur la partie utilisation des modèles, alors, chez nous, pour le moment, on a un système de quarantaine, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des ingénieurs qui downloadent des modèles en open source, ça va très bien, mais ça ne rentre pas comme ça. Donc, il y a quand même un filtre qui fait qu'on vérifie un certain nombre de choses. Il y a une gouvernance autour de tout ça qui remonte très haut dans la banque, avant qu'on puisse dire oui, à DeepSeek, par exemple, il va se passer un peu de temps. Et après, il y a quand même, ce qui est génial, effectivement, c'est la capacité de l'AI à nous aider à faire le ménage, si je puis dire. Moi, j'ai participé au déploiement de Copilot qu'on a on-premises, je précise. Copilot, une fois qu'on l'a branché sur son ordinateur et qu'on cherche n'importe quoi, il y a aussi n'importe quoi qui remonte. Parce que justement, on a des données qui sont des données fiables, ça c'est sûr, mais il y a des données qui sont des données mal classifiées ou dans des serveurs non sécurisés, des données personnelles tout autant que des données non publiques pour la banque, voire des fichiers RH qui se promènent, voilà. Donc c'est extrêmement puissant pour contribuer justement à la sécurisation des données, dès lors que c'est déployé correctement. Et qu'on ne le donne pas à n'importe qui. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de déployer Copilot, par exemple, au sein de la banque de manière large, pour cette raison-là, parce que la donnée, j'ai refait un test il n'y a pas très longtemps, j'ai encore ramassé des trucs que j'aurais jamais dû voir. Donc voilà, c'est un peu quand vous allez à la pêche à la crevette, vous sortez votre filet, puis il y a plein d'autres choses, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est très puissant, en supposant que l'outil qu'on a déployé est un outil sécurisé pour l'environnement dans lequel on est, quoi. Oui, c'est intéressant parce que vous voyez, on voit le côté vaguement, si je puis dire, de l'IA. C'est à la fois une IA qui peut protéger, en tant que cloud, oui, nous donner un mot, mais il y a aussi l'IA qui peut être dangereuse parce qu'effectivement. Si ça tombe dans n'importe quelle main, c'est facile, quoi. Alors, même si on dit oui, ces IA génératives mettent en place des systèmes de modération, avec l'intelligence artificielle, pour éviter justement de donner telle ou telle réponse à des questions qui ne sont pas les bonnes. On sait qu'avec des prompts améliorés, ou des prompts qui tournent en rond, si je puis dire, et pour revenir un peu comme des escargots vers le centre, on finit par avoir beaucoup de choses. C'est ça le danger. Alors, dans le cadre de l'IA. Oui, sur l'IA, je pense qu'il y a déjà un besoin d'avoir des solutions. Alors, comme tu disais, Caroline, ça apporte énormément. Et du coup, on a besoin de solutions fiables et efficaces.
mais en même temps qu'on arrive à maîtriser. Et dans notre cas, par exemple, on bénéficie, ce qui est une énorme chance, de Vertex AI, qui est le moteur d'IA de Google, et sur lequel alors, Google est très précurseur dans le domaine de l'IA. Ils ont commencé bien avant OpenAI, et tout ce qu'utilise aujourd'hui OpenAI a été inventé par Google. Et on a la possibilité justement de tirer parti de ce qu'ils investissent depuis des dizaines d'années. Et enfin, ils ont annoncé récemment le résultat, mais avec des dizaines de milliards d'euros d'investissement pour encore améliorer ça. Et tout ça, du coup, on en bénéficie, mais qui tourne de manière autonome dans notre région cloud de confiance. Et bon, on avait la mention tout à l'heure du fait qu'il fallait garder la maîtrise de ces données et éviter que les données sortent pour servir d'apprentissage, etc., etc. Donc là, on a aussi la possibilité, c'est juste la configuration par défaut, où tout est enfermé dans, entre guillemets, le tenant du client, et du coup, ces données restent sous sa maîtrise complète. Donc ça, c'est important de savoir allier à la fois des services qui sont efficaces et cette maîtrise. Et après aussi, le choix potentiellement d'autres moteurs de l'ELM ou d'autres modèles d'IA, comme par exemple le fait d'intégrer par exemple un Mistral AI sur un cloud de confiance de Sens, ce qui permet d'avoir d'autres possibilités, de diversifier ces technologies en matière d'IA. Et enfin, il y a un troisième point qu'on a tendance à oublier, c'est notre capacité à calculer. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde du GPU, alors déjà il y a une entreprise qui est très largement leader sur le marché et qui fournit la majorité des GPU, NVIDIA. Et on se rend compte que c'est très compliqué de se fournir auprès d'NVIDIA, parce que tout le monde en veut. Et là aussi, on a la chance de profiter d'un cadre qui nous permet d'avoir un nombre de GPU d'NVIDIA à 3 digits sur des volumes incommensurables et dans des durées qui seraient difficiles à avoir on-prem dans ces data centers. Donc c'est là où on voit la flexibilité, la sécurité, la performance, et c'est rare d'avoir l'association des trois. Vous avez parlé des GPU d'NVIDIA, je crois qu'il y a eu une actualité récente qui a montré qu'on pouvait peut-être avoir des semi-conducteurs un peu plus petits. Bon, mais encore une fois, il faut faire attention à ce qui peut être un peu des éléments de propagande. Oui, pardon. Au-delà de la propagande, effectivement, c'est toujours intéressant, c'est de voir les facteurs. Et quand un acteur étatique chinois, ou soutenu par son État, peu importe, annonce quelque chose de 1000 fois plus performant, alors peut-être qu'ils en rajoutent, il n'y a pas que les Marseillais qui font ça, et peut-être que le multiplicateur n'est pas de 1000, il est peut-être de 100 ou de 10. Donc ça n'empêche qu'on note une innovation, en tout cas une évolution. Mais ce qui est important, c'est que cette évolution, elle va se propager. Les autres acteurs qui ont une capacité, des ingénieurs, et qui sont capables de faire évoluer leur propre modèle, reprendront aussi les bonnes idées, les optimisations pour que ce soit intégré dans les autres. Et j'ai aucun doute qu'il y aura un alignement. Mais finalement, ça montre aussi qu'on est dans un monde balbutiant, qui est constamment en train d'évoluer. Et du coup, ce qui est important, c'est d'être dans un schéma qui nous offre une flexibilité, cette capacité d'avancer de manière innovante, sans être enfermé parfois dans des carcans. Parce que c'est la difficulté, typiquement, vous achetez tel matériel on-prem pour vos data centers, vous avez un amortissement sur 10 ans, vous êtes enfermé pendant 10 ans sur telle solution technologique. Et c'est là aussi une des forces du cloud, c'est juste d'aller chercher la bonne ressource au bon moment dans une infrastructure qui vous offre cette agilité. Alors, vous êtes, vous, dans un cloud sens, mais aujourd'hui, les entreprises sont dans le multi-cloud, et donc on peut avoir des données dans plusieurs clouds différents, des applications dans plusieurs clouds différents. Est-ce que ça ne rend pas encore plus compliqué le DSPN pour une entreprise ou finalement c'est assez neutre? Ah non, c'est pas neutre du tout, c'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué, et d'ailleurs, on n'est pas couvrant à 100%, donc c'est très compliqué. Et il y a des données qu'on n'arrive pas à classifier correctement parce que justement, il faut la trouver, et deux, il faut avoir les outils qui nous permettent de dire cette donnée-là, elle est plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Donc en fait, non, c'est très compliqué. C'est excessivement compliqué, et je pense que les régulateurs, d'ailleurs, regardent ça de manière très ferme, j'ai envie de dire. Nos clouds, la sécurisation de nos données, etc. Et on s'en sort, on a toujours des trucs à faire. On n'est pas. Pourtant, on aime bien les bonnes notes chez BNP Paribas, mais
Mais là, on n'est pas complètement à target, quoi, comme on dit. C'est très difficile. Oui, vous vouliez réagir, Victor? Oui, ce qui est important aussi, c'est que face à cette complexité, il faut que nos clients soient capables de s'outiller. Et s'outiller égale j'ai des outils qui supportent un certain nombre d'API. Et d'un côté, on peut avoir des acteurs qui ont des API un peu ésotériques, et de l'autre côté, des API extrêmement standards. Et dans notre cas, typiquement, quand on bénéficie de la technologie de Google GCP, on a les API Google GCP, ça veut dire que tous les outils compatibles avec Google GCP sont compatibles avec notre cloud de confiance. En fait, juste pour 2 minutes, c'est que quand on regarde un peu les propositions de Zero Trust, de déploiement du Zero Trust, nous on n'est pas une boîte de tech à la base. Donc on vient d'un univers qui est un univers informatique classique. Et cet univers informatique classique, même si on est en train de le migrer peu à peu, on n'est pas, c'est pas fini. Il y a des applis qui sont encore obsolètes, etc. Donc le fait de venir d'un monde qui était le monde d'avant, si je puis dire, fait que c'est extrêmement compliqué. Et ça prend du temps, ça coûte extrêmement cher. Et c'est un des plus gros budgets d'investissement de BNP Paribas d'ailleurs, mais c'est très compliqué. Juste une petite question, parce que ce n'est pas simplement une question liée au sujet d'aujourd'hui, mais d'une manière générale à la cybersécurité, on a tendance à dire qu'il n'y a pas forcément de prise de conscience sommitale, parfaite. En même temps, on sent, et on le voit bien notamment avec notre majeur, la montée en puissance de la prise de conscience des enjeux de cybersécurité par le COMEX, par le board de l'entreprise ou de l'administration. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, cette question de la donnée est vraiment une question qui est de nature à sensibiliser tous les acteurs et tous les décideurs pour faire en sorte que l'esprit de cybersécurité, protection de la donnée, infuse l'ensemble des acteurs et des organisations? Alors moi j'ai envie de dire oui, puisque auparavant c'était un sujet de techniciens, de ciseaux, etc. Moi je suis l'exemple pur du fait que la banque a pris conscience qu'il fallait que ça infuse partout dans l'entreprise, puisque c'était pas à la base du tout mon background. Voilà, donc on est aujourd'hui dans une dimension qui impose à chacun des collaborateurs de la banque de prendre en compte cette donnée-là, de mesurer ses risques, et voilà. Et donc il y a des codes de conduite notamment qui ont été mis en place non seulement sur les sujets je dois pas faire ci, je dois pas faire ça quand je fais du trading, mais aussi en matière de gestion des données. Donc ça fait partie du code de conduite de BNP Paribas pour tout à chacun. Donc c'est très nouveau et c'est géré au plus haut niveau de la banque. Donc un misconduct sur la donnée, c'est aussi grave qu'un misconduct sur une infraction à une réglementation de marché, par exemple. J'imagine de toute façon qu'avec Dora, vous avez l'obligation de pratiquer les SPN. Oui. Non, mais avec Dora, il n'y a pas de sujet. La difficulté de Dora, c'est vraiment d'arriver de mettre nos prestataires, d'identifier les prestataires pour eux, entre guillemets, et d'avoir une gestion des risques de ces prestataires-là, qui ne sont pas que les prestataires essentiels, parce que c'est ça la différence, qui soit efficace. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. Oui, pardon. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit aussi qu'il y a des entreprises qui disparaissent parce qu'elles se sont fait pirater, parce que leurs clients ont perdu la confiance dans leurs solutions. Je pense que de plus en plus de dirigeants ont ces exemples en tête. Ils ont vu que ça arrivait sur les années précédentes et ils deviennent conscients que dans leur propre entreprise, c'est une vraie problématique. Ensuite, la partie cybersécurité et confiance, parfois c'est aussi le différenciateur d'une entreprise. C'est le cas aujourd'hui à Sens, notre raison d'être, c'est de faire du cloud de confiance. Donc justement, c'est d'avoir une offre qui est plus sécurisée que ce que feraient d'autres confrères. J'ai vécu ça aussi par le passé, par exemple dans mon poste précédent où j'étais directeur sécurité de Parrot. Justement, à l'époque où Parrot est sorti des drones grand public pour viser le domaine professionnel, en particulier côté défense et sécurité intérieure. Et le gros différenciateur, c'est devenu la cybersécurité des produits et la confiance qu'on avait l'utilisateur versus un drone asiatique qui posait des problématiques d'envoi de données vers les pays d'origine. Donc on voit aussi qu'il y a cette prise de conscience pas uniquement des dirigeants, mais aussi des clients, des utilisateurs, qui se disent en fait mes données elles sont importantes pour moi aussi en tant que client, et ça on peut le dire en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, et de plus en plus
ce message des clients est répercuté dans les entreprises qui fournissent les services, qui fournissent les produits, et qui se rendent bien compte que c'est indispensable d'être au niveau de la confiance de leurs clients. Oui, c'est intéressant le mot client parce que je pense Oui, que pour vous l'apprendre. Alors en fait, il y a la quelque question. chose qui a complètement changé chez nous aussi, au-delà de la gestion de l'interne, de l'infrastructure, etc. C'est notre appréciation du risque client, justement. Donc on parlait des prestataires avec Dodra, mais il y a les clients. Et jusqu'à présent, les politiques de crédit de la banque, enfin jusqu'à récemment, parce que ça a changé, n'intégraient pas la capacité ou pas d'un client à se protéger contre le risque cyber. Bon. Et quand on voit qu'un client, effectivement, qui se fait hacker, dans 66% des cas, si ma mémoire est bonne, ne s'en remet pas dans les 6 mois, ça veut dire qu'en termes de politique de crédit, voilà, donc quand on prête à Caroline ou à Victor, c'est pas trop cher, sauf qu'il ne faut pas construire des millions. Quand on prête à des gros corporates ou à des petits corporates, n'importe où en France, ils ne sont pas tous équipés de la même manière. Et malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de tenir compte, et ça c'est le directeur général de Nancy qui l'avait martelé. Donc moi, quand j'étais à l'IHEDN, donc j'en ai cassé les pieds jusqu'à ce que l'on s'en suive et ils ont fini par le faire. Donc concrètement, aujourd'hui, dans les politiques de crédit de la banque, un client X, il va être coté en matière de son risque cyber, va être coté. Est-ce qu'il est protégé ou pas? La difficulté, c'est d'arriver à tester la réalité de ce qu'il nous déclare. Donc là, il y a des outils formidables, dont un qui est français, qui est très bien, qui vont nous aider à passer à l'échelle justement de l'assessment correct du risque cyber des clients de la banque. C'est pour ça que c'est vraiment, ça s'infuse partout, quoi. C'est intéressant d'avoir cette approche client dans le bas. Est-ce que... Alors, oui, allez-y. Non, je suis entièrement d'accord, ça corrobore exactement ce que je vois vraiment sur le terrain avec les différentes facettes, parce qu'on a plein de secteurs d'activité avec des tailles de sociétés qui varient. Je pense qu'effectivement, la notion de sécurisation de la donnée, elle est vraiment ancrée maintenant dans le collectif commun, pour le coup. En revanche, je trouve qu'il y a quand même des défauts assez importants d'implémentation, où si on donne une entreprise moyenne, on va dire, qui n'est pas forcément, qui a les épaules financières de BNP, de choisir entre la priorisation de la sécurisation du poste de travail ou de la gestion de sa donnée de manière globale, je peux vous dire qu'à 80% du temps, ça sera la sécurisation du poste client ou des emails, mais la donnée, ça sera le dernier ressort. Quand on a fini cette partie-là, ça reste quand même la dernière couche de protection, parce qu'on part du principe que voilà, on a la maîtrise de la sécurité de la donnée. Et encore une fois, je le redis, mais ça a beau être quelque chose qu'on sait, si on ne fait pas les efforts, on va continuer à avoir des problématiques comme on a pu le voir en début d'année ou fin d'année dernière, où finalement, c'est des sociétés qui nous perdent de l'information aujourd'hui. C'est pas la TPE du coin qui a beaucoup d'argent. On parle quand même de grands groupes. Ces grands groupes-là, à mon avis, ont les épaules pour pouvoir contrôler et maîtriser ce type de problème, et c'est pas pour autant que c'est fait. Donc il y a quand même si on dit que c'est une priorité, entre ce qu'on dit qu'on fait et ce qu'on fait vraiment, il y a un monde d'écart pour le coup, et je parle d'expérience, et c'est là où, à mon avis, peut-être les régulations de manière générale auraient tout intérêt à venir justement vérifier si déjà les réglementations sont appliquées réellement dans les sociétés et pas le faire a posteriori à chaque fois qu'il y a un problème. La RGPD qui vient regarder, ou même pour NIS 2, on ne sait pas encore qui sera l'organe vraiment qui va venir faire les audits, mais il n'y aura pas vraiment d'audit proactif. Ce qui fait qu'en fait on est toujours en réactif, et les personnes qui sont victimes, oui, la société est victime de l'image de marque, peut-être des pertes opérationnelles quand on parle d'entrepreneurs, mais quand on a des millions d'enregistrements de civils qui sont dans la nature, finalement c'est le citoyen qui est le plus impacté, plus que la société en elle-même. Pour le coup, le citoyen, lui, n'est pas dédommagé, et la société en tant que telle, qui a eu des délits, on va dire, de non-protection de sa donnée, pour le coup, n'est pas forcément non plus réprimandée, ni sanctionnée. Donc, il y a quand même un monde d'écart entre ce qu'on essaie de mettre en place et les réelles volontés de les mettre en place, et surtout le coût que ça engendre, parce qu'une nouvelle fois, il y a quand même une réalité économique qui est présente, et encore une fois, une société aura plutôt tendance à essayer de voir combien de revenus opérationnels elle peut dégager, versus combien elle va investir sur un équipement qui lui ramène absolument rien en termes de retour sur investissement financier. Donc il y a quand même, dans l'échelle économique actuelle et dans la géopolitique qu'on constate actuellement, il y a quand même des défauts d'investissement, je trouve, qui
qui doivent être liées à une assurance finalement, parce que quand on investit dans un produit, quand on investit dans un programme, c'est une assurance, comme quoi on va essayer de ne pas perdre d'informations ou d'argent, et c'est pas encore vu comme un réel investissement d'assurance. C'est pour ça que des sociétés qui font cette analyse concrète sur est-ce qu'on a vraiment bien anticipé les risques, est-ce qu'on a bien les bons points de contrôle au bon endroit, les bonnes solutions pour maîtriser son risque et avoir une note, c'est une très bonne idée de la part de certaines boîtes françaises qui font ça. Et qui valorisent aussi le risque financier d'une société qui se serait permis certains écarts, quoi. Oui, allez-y. On peut compléter en disant que, bon, au final, ce qui est important, c'est la vérification que tel et tel produit, tel et tel service a le bon niveau de sécurité. Et on peut souligner là aussi le rôle de l'ANSSI, qui très tôt, c'était fait avant les années 2000, donc ça commençait à l'époque où c'était encore l'ANSSI, c'est la DCSI, mais le fait d'avoir des produits qualifiés, ça a commencé de longue date. Et je vous donne mon expérience, mais dans notre cas, pour avoir un service qualifié, cloud de confiance par l'ANSSI, on a, l'ordre de grandeur, c'est une centaine de jours d'audit avant de rentrer dans les audits officiels. Donc il y a un audit initial passif qui est demandé, l'audit Second Cloud en tant que tel. Donc avant de commencer ça, on a plus d'une centaine de jours d'audit. Et pour les audits officiels, il y a plus d'une centaine de jours d'audit. Et ça, ce qu'on peut souligner, c'est que pour un client, c'est dur d'aller voir son fournisseur en disant tiens, je vais t'imposer tel audit. On le fait parfois pendant 2-3 jours pour avoir un premier niveau de vérification. J'imagine que dans le secteur bancaire, c'est un peu plus fréquent, c'est parfois demandé dans certaines réglementations. Mais c'est quand même assez rare. Et là, finalement, c'est un cadre commun dont tout le monde bénéficie parce que le client qui fait appel à un produit ou à un service qualifié sait qu'il y a eu toutes ces vérifications derrière qui ont été organisées dans le cadre défini par l'ANSSI, ce qui est aussi très protecteur. Merci. Avant que de donner la parole à nos amis présents ou via le Livestorm, est-ce que vous avez une idée que je n'ai pas extraite en quelque sorte et que vous voulez absolument avancer avant qu'on passe au jeu des questions-réponses? Est-ce que notre entretien a couvert à peu près l'essentiel? Si oui, eh bien écoutez, nous allons passer la parole à nos amis dans la salle. Et Charles, s'il y a des questions via le net, oui, c'est ça, via Livestorm, merci de nous le dire. Alors, qui veut poser la première question? Vous avez un micro dans la salle ou... Je vous passe le bien. Alors, c'est sur la première question qui est difficile, donc n'hésitez pas à la poser. Ah, derrière vous, voilà. Merci de vous présenter rapidement et de dire à qui vous posez la question, ou alors elle peut être collective. Hein. Donc, je suis Alexandre Demar, intégrateur de solutions de cybersécurité. Et je voulais poser une question notamment à Victor. En tant qu'acteur dans le cloud, on a beaucoup de partenaires qui travaillent en tant que solution de cyber, IAS, SaaS, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on gère la donnée des clients dans ce cas-là en tant qu'acteur cloud? Alors, nous, on apporte notre propre sécurité sur l'infrastructure. Ce qui est important, c'est que nos clients ensuite déploient dans leur propre tenant. Et quand quelqu'un déploie dans son tenant cloud chez Sens, Sens n'a pas la vision de ce qui est déployé, n'a pas accès aux données. Donc c'est entre guillemets la sécurité pas ultime, c'est peut-être pas le terme. Mais en tout cas, on a des concepts d'isolation au niveau logique, d'isolation par chiffrement, de microsegmentation réseau. Et dans l'isolation par chiffrement, il y a des clés qui sont utilisées pour chaque client qui permettent de chiffrer en transit et au repos l'ensemble des données. Et après, il y a le côté intermédiaire. Donc si vous, par exemple, ou peut-être le release demain, j'en sais rien, vient offrir une solution en mode SaaS hébergée sur un cloud de confiance opéré par Sens. Voilà, c'est le fournisseur SaaS qui va mettre en place ces mesures de sécurité sur son maillon de responsabilité en profitant de toutes les couches sur l'infrastructure qui sont déjà mises côté Sens. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Autre question? Autre question, premier rang.
Oui, bonjour Gilles Maton. Est-ce que vous pensez que par rapport à la posture des directions générales, la sécurité peut évoluer à l'heure actuelle? Vous entendez évoluer dans le sens se En termes relâcher? de connaissances techniques, juridiques, économiques, parce qu'il y a une posture qui est parfois, dans le cadre bancaire, on l'a vu depuis 25 ans avec le GE carte bancaire, qui avait tendance à reposer le risque sur ses clients. Oui, alors, enfin, chez BNP Paribas, on a beaucoup de chance, hein, parce qu'on a un état-major qui est quand même super bon. Enfin, quand vous écoutez Jean-Laurent Bonnafé, même si c'est vrai que parfois en réunion, on se dit, mais je le mettrais bien en podcast dans ma voiture, parce que c'est passionnant. Je voulais m'excuser, je ne vous entends pas beaucoup. Pardon. Donc je disais, oui, non, je pense que ça évolue, mais ça évolue dans le bon sens. La direction générale, en tout cas de ma banque, est extrêmement sensible à ces sujets-là. Ils font pas mal de communication. Bernard Gavgani était au Forum Intiber l'année dernière. Olivier Notet fait des interventions tout le temps. Voilà, donc c'est vraiment... Et il n'y a pas le monde du business dans la banque et le monde de l'informatique. Ça, c'est fini. Parce que, effectivement, et notamment ce qui a changé, c'est que dans la logique de résilience opérationnelle, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que ce sont les patrons de business, donc des gens qui sont chargés de faire du PNL, qui sont en charge de s'assurer que leur chaîne de valeur va tenir la route. Donc ça comprend la dimension sécurité informatique, sécurité des données. Donc, moi je pense qu'on va au contraire dans cette direction-là, ce qui fait que tous les acteurs de la banque s'organisent là-dessus. Et moi qui suis ce qu'on appelle une deuxième ligne de défense, puisque je ne suis pas opérationnelle, il y a une troisième ligne de défense au-dessus de moi, sans parler des régulateurs. Donc la direction générale, même si elle en avait envie, aujourd'hui n'est pas autorisée à s'affranchir de ces sujets-là. Et au contraire, je pense que c'est un argument marketing fort de dire aux clients de la banque, qu'ils soient en France ou à l'international, vos données sont sécurisées, vos produits sont innovants et sécures, etc. etc. Bon, ça ne pardonne pas aujourd'hui. Et comme on a vocation à rester une des premières banques leaders en Europe en tout cas, et certainement à l'international, la direction générale, elle va au contraire renforcer cette dimension-là. Et quand vous avez un prestataire de service ou, on va dire, une entreprise transversale comme le GE carte bancaire, ouais, qui se substitue à vos responsabilités, qu'en pensez-vous? Alors, ça c'est un autre sujet, parce que c'est effectivement tout le sujet de la supply chain, voilà, où on délègue, où on offshore, où on nearshore, comme vous voulez, des choses à des tiers. Et là, il faut effectivement que ça se renforce. Maintenant, on est quand même... Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience que justement, tous nos prestataires ou nos délégataires, quels qu'ils soient, doivent avoir le même niveau de sécurité pour rester avec nous. Alors, la difficulté, c'est qu'il y en a qui sont en situation de monopole. C'est le cas du GE carte bancaire, clairement. Bon, maintenant, voilà, on n'a pas vocation à être... Enfin, je ne sais pas si quand on arrivera à être dans un univers de zéro risque non plus. Et vous en êtes membre, a priori, vous êtes les cofondateurs de ce système. On est cofondateurs, donc moi je ne suis pas dans la banque commerciale forcément nécessairement, mais les exigences de cybersécurité, elles s'appliquent à tout le monde, et les board members de GE carte bancaire, ils sont aussi sensibilisés que les autres. Donc, normalement, c'est la norme de BNP Paribas qui doit quelque part s'imposer. Ils sont assez peu tolérants sur le sujet. Cela dit, je ne connais pas excessivement bien le sujet de la gestion du prestataire, enfin, c'est pas un prestataire, mais de notre tiers GIE carte bancaire dans lequel on est membre. Mais il est évident que la sécurisation de nos cartes fait partie des sujets majeurs de la banque. Ça, c'est sûr. Merci. Peut-être une question dans la salle, oui, madame. Et peut-être Paul, une question, Charles, pardon, une question sur après. Madame, à vous. Bonjour, Maïna Grisson. Ma question s'adresse à vous trois. Est-ce que vous voyez une amélioration dans la posture du conseil d'administration sur les sujets de sécurité numérique, et est-ce que vous avez pu observer on va dire une plus grande fluidité de dialogue entre les CISO RSSI et les conseils d'administration? Madame
petit peu parlé de ça tout à l'heure. J'ai peut-être un cas spécifique parce que notre raison d'être, c'est de faire de la cybersécurité, de vendre entre guillemets de la confiance. Donc effectivement, c'est une énorme préoccupation des membres de notre conseil d'administration, de notre président. Et on voit bien qu'il n'y a pas de compromis qui est fait. Moi, je me souviens d'époques pas si lointaines, on peut se dire il y a 10 ou 15 ans, où rarement un projet aurait été arrêté parce que la cybersécurité n'avait été pas au niveau ou parce que la cybersécurité n'avait pas été testée. Aujourd'hui, je vois vraiment des cas pratiques, pas forcément que dans mon entreprise, mais dans tout mon entourage, où l'entité en tant que telle et les responsables de ces entités sont capables de dire non mais là, en fait, on n'est pas au niveau et je préfère qu'on déploie dans 3 mois que de déployer maintenant, de gagner du business, parce que si on déploie maintenant plus tôt, c'est pour faire du business plus tôt et du coup du chiffre d'affaires et c'est important pour mon entreprise, mais de retarder ça pour justement s'assurer du bon niveau de sécurité. Et ça, on parlait des évolutions récentes, c'est quand même notable de se dire qu'il y a 10 ou 15 ans, la cyber c'était un sujet de spécialistes, et maintenant on comprend que le business peut être à risque si on n'a pas le bon niveau. Au niveau de, moi je ne suis pas au conseil d'administration de BNP Paribas, mais une fois qu'on a dit ça, très clairement, le risque de cybersécurité dans les risques assessment de la banque, c'est un des premiers risques. Donc c'est un des risques qui est fortement regardé par le conseil d'administration. Et donc c'est un des risques qui est fortement expliqué au conseil d'administration, avec un point quand même qui est qu'on est obligé de prioriser on est obligé de prioriser un certain nombre de sujets, mais effectivement, comme c'est reconnu comme étant un des premiers risques de la banque, par nature, c'est quelque chose qui est fortement surveillé par le conseil d'administration. Et c'est d'ailleurs pour ça que les budgets sont colossaux. Oui, attendez, alors on a une question. Une question de Jean. Pourrait-on avoir une idée du niveau de maturité de la gouvernance de la donnée dans les organisations et de ce fait, quel est votre point de vue sur la sécurisation des données dans l'utilisation systématique des outils SharePoint, Copilot? Et je crois qu'on a dit un petit mot tout à l'heure, mais est-ce que vous voulez répondre à Jean? Sur les risques Copilot et Microsoft 365, c'est clairement, pour le coup, le plus gros risque qui existe. Moi, je le vois tous les jours. La quasi-totalité, je dirais peut-être 95% des RSSI que je rencontre toutes les semaines, globalement, ils m'expliquent qu'ils ont un projet Copilot qui est poussé par l'opérationnel parce que, vraiment, pour le coup, il y a des bénéfices d'efficacité qui sont commensurables, pour le coup, et qui a une réelle attractivité pour le produit en tant que tel. En revanche, que la sécurité elle-même n'est pas prête. Et tous les projets Copilot, sauf certaines entreprises qui ont bien ciblé la population qui est moins à risque dans l'exécutif, mais sinon la quasi-totalité des autres sociétés, en fait, leur déploiement Copilot reste en phase de déploiement parce que la sécurité à un moment donné s'initie là-dedans, et comme le disait Caroline tout à l'heure, c'est assez incroyable de se rendre compte qu'en tapant juste un prompt spécifique, on récupère une quantité d'informations sensibles qui est commensurable. Pour le coup, c'est assez impressionnant. Et la quasi-totalité des sociétés, du coup, s'arrête là, en attendant. Il n'y a qu'une seule grosse société, je crois que c'est dans le monde pétrolier, qui a déployé ça à l'échelle sur toute sa société assez rapidement, sans pour autant. Bon. Mais sinon, après, toutes les autres sociétés, normalement, restent là. Donc non, clairement, étant donné qu'il y a des risques qui sont inhérents dans ces entrepôts, où il y a beaucoup de collaboration, on génère beaucoup d'activités, on n'a pas forcément de maîtrise, de contrôle sur qui accède à quoi, comment, et donc d'avoir des remédiations automatiques pour éviter que ça soit exposé de manière globale. Non, l'IA générative, concrètement, a du mal à être adoptée actuellement, mais non pas parce que c'est pas utile, mais juste parce qu'on n'y est pas prêt, quoi. Donc on est purement sécurité dans les systèmes d'information que je rencontre. On n'est pas prêt, ça c'est sûr. Alors c'est génial hein, quand ça marche, ça marche très bien, mais malheureusement, ça marche trop bien. Donc on ne peut pas le déployer, d'abord il est en test, que ce soit Copilot ou un autre, peu importe. Hein. C'est des outils qui sont en test, et c'est des outils que je ne pense pas pouvoir, qu'on puisse le déployer à grande échelle. Enfin, aujourd'hui, on est un peu en phase de transition, tant que les données ne sont pas totalement sécurisées, totalement classifiées, etc., c'est beaucoup trop risqué. Toujours parce qu'il y a toujours cet insider threat, comme on dit, qui dit que on ne peut pas donner ces outils-là à tout le monde. C'est pas possible. Et en plus, une des difficultés également, c'est que toutes les DSI ne comprennent pas toujours le design sous-jacent de ces logiciels et ce qu'implique ce design, en particulier est-ce que la donnée
reste locale, est-ce qu'elle sort à l'extérieur. Et en tout cas, comme je l'ai mentionné dans notre cas avec Vertex AI, on a justement ce design qui permet d'avoir une donnée qui reste dans le tenant du client, donc dans sa zone de responsabilité, sous son contrôle. Et ça, c'est super important. La seule réelle capacité qu'on aurait de pouvoir déployer Copilot rapidement comme ça dans un incident d'information, c'est clairement d'avoir des mécanismes de remédiation qui sont automatiques et en continu. Dès lors qu'on identifie un risque de surexposition de la donnée, avoir quelque chose qui vient casser ce risque-là et le remédier. C'est la seule possibilité de pouvoir se battre contre une machine, d'avoir des robots qui suppriment en mode voiture-balai la totalité des risques qu'on peut identifier au fur et à mesure sur un système d'information. C'est la seule possibilité. Sinon, on sera obligé d'avoir justement des déploiements segmentés avec des populations juste ciblées qui auront accès à ce logiciel, mais pas plus, quoi. On ne pourra pas donner ça à n'importe qui dans la société, ça c'est clair et net. Autre question dans la salle ou sur le... Oui. Non. Ah oui, une question. Bonjour, merci. Thomas Baudian, donc je suis chez Hitachi Rail, comme Cybersecurity Authority. Donc, il y a encore juin dernier Thales, donc on a pas mal de points en commun. Nous, on est passé dans un système qui est très conventionnel de la virtualisation, la containerisation, l'utilisation du cloud qu'on se bat encore à utiliser avec nos clients. Et la réflexion personnelle, et la question est pour vous trois, c'est la complexité qu'on a aujourd'hui à défendre des systèmes. Des systèmes qui avant étaient à plat, des systèmes qui sont ensuite morcelés, puis avec des plans d'existence qui se sont superposés, de virtualisation, d'hyperconvergence. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous savez de quoi je parle. Et ma question est, est-ce que pour défendre tout ça, on ne devrait pas revenir un petit peu en arrière en se posant la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? La gomme et le crayon. Une question. Désolé pour la question aussi. La plume, sergent Major. C'est vrai que j'apprécie la réponse, la gomme et le crayon. C'est vrai qu'en fallback, c'est souvent une bonne solution d'avoir la capacité à se dire, quand on a été par terre, comment je peux continuer à fonctionner. Et on se pose ces questions dans nos plans de continuité d'activité. Et la réponse n'est pas toujours la gomme et le crayon. Mais en tout cas, une des questions qu'on doit se poser, parce qu'effectivement, on a quand même une certaine complexité, c'est pas nouveau dans l'IT où il y a un empilement de différentes technologies, avec cette contrainte de devoir avoir des experts ou des gens qui ont la compétence en interne pour le gérer. Et justement, ce qu'on voit quand même en particulier depuis l'adoption du cloud, c'est un certain nombre d'entités qui se disent, en fait, moi je ne sais pas gérer un data center, je ne sais pas gérer efficacement la partie virtualisation, je ne sais pas gérer efficacement un certain nombre de systèmes managés ou de containerisation, etc., etc. Et du coup, ça, je vais le déléguer. Et c'est au bénéfice du cloud de se dire, en fait, parce que, excusez-moi, je pensais l'avoir coupé, de se dire, justement, en fait, ce que moi, je n'arrive pas à faire ou ce que je choisis de ne pas faire, je vais choisir un acteur qui le fait bien. Et ce que je ne fais pas, ça va me dégager du temps et des compétences pour cibler vraiment sur ma couche de responsabilité et ce que je vais faire moi pour mon entité, là où est ma valeur et là où je dois concentrer mon attention. Donc l'avantage, c'est vraiment, vous avez vos données, typiquement vous avez un service manager qui gère la donnée, tout ce qui est en dessous, vous ne le gérez pas, et vous bénéficiez du cadre de l'opérateur qui le gère pour vous concentrer vraiment sur la partie qui vous intéresse. Donc souvent, face à la complexité, il faut réduire le périmètre et comprendre ce qui est vraiment important pour soi-même. Moi, je ne crois pas qu'on viendra en arrière, très honnêtement. Je pense que les nouvelles générations, elles ne vont même pas connaître le monde d'avant. Donc ça va être plus compliqué à anticiper pour les former à ce monde d'après qui sera le leur. Après, il y a ce qu'on a dû développer, notamment chez nous, mais je pense que les autres, c'est pareil, c'est des systèmes de détection de fraude qui sont extrêmement rapides. Voilà, quand je pense notamment aux cartes bancaires, aujourd'hui, ils sont capables de profiler quasiment les habitudes de consommation des clients, etc. Et de se dire, pourquoi est-ce qu'elle me tire un truc dans un pays ou même dans une région où elle ne met jamais. Donc, il y a, et ça, cette capacité à détecter la fraude et à l'interpeller, si je puis dire, est fondamentale. Mais moi, je ne crois pas qu'on viendra en arrière. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
penser. Je suis entièrement d'accord. Pour le coup, alors pour avoir beaucoup travaillé sur des espèces d'environnements un peu composés et cloud, containerisés, ça a des vertus. En fait, l'objectif final, c'est d'arrêter d'avoir à gérer des espèces de matériaux, on va dire, physiques, et de pouvoir avoir de la programmabilité et une espèce de capacité de monter à l'échelle, voire même d'avoir de la résilience de manière globale sur des infrastructures, mais tout ça de manière programmatique. On le voit avec l'IAC, l'infrastructure as a code, par exemple, dans les environnements GCP, c'est top. On peut déployer des infrastructures comme ça, as a service, mais ultra rapidement, avec toute une mécanique finalement de sécurisation qui est déjà implémentée au niveau du code. Donc quand on va déployer notre infra, on aura déjà mis en place toutes les mesures de prévention. Normalement, en tout cas, on va essayer pour être sûr que quand on déploie l'infra, elle est directement en mode template, elle est déjà sécurisée. Donc pour moi, c'est effectivement beaucoup plus complexe. En revanche, ça a des vertus d'efficacité, de sécurisation au final, qui sont beaucoup plus intéressantes, je trouve, que de devoir se gérer un serveur de fichiers avec un serveur qui fait que ça, physique. Tout vient avec un prix, hein, on est d'accord. Il n'y a jamais que des bons aspects. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait revenir en arrière non plus, mais cette complexité est telle qu'en surface d'attaque, en combinatoire, il y a tellement de façons de casser le système ou de rentrer dedans, on commence à rentrer quand même dans des choses qui sont très, très complexes. Intel avait dit depuis les premiers Pentium qu'ils étaient plus capables de les tester entièrement. On a vu les problèmes de balistique avec des calculs qui n'étaient pas bons, je ne sais plus combien de virgules après le zéro, et on se retrouve avec des systèmes qu'on maîtrise plus. Et moi, j'aime pas trop ce que je maîtrise. Ouais, je suis d'accord. En fait, il y a une part de confiance. Dès qu'on part sur on pourrait avoir son infrastructure, comme le fait Sens, son infrastructure dédiée finalement, où on propose ce service parce que l'infrastructure ne nous intéresse pas, l'avoir à gérer du matériel, la redondance de matériel au cas où il y a des incidents physiques. C'est des galères quand même opérationnelles à devoir gérer et maintenir. Donc c'est toujours effectivement un niveau de confiance. Et là, en fait, on rentre dans un monde où il faut commencer à avoir de la confiance dans soit des éditeurs, soit des infrastructures, des providers de services, comme pour les téléphones finalement. Il faut à un moment donné faire confiance à quelqu'un. Et je suis d'accord, c'est une perte de contrôle d'une certaine manière, mais avec des bénéfices sous-jacents qui est, on n'a plus besoin de gérer à notre échelle ce problème-là. On délègue le problème à quelqu'un d'autre qui a pour responsabilité de gérer juste ce problème. Ce qui est un problème compliqué à gérer d'ailleurs. Je ne suis pas forcément d'accord sur le côté perte de contrôle, si tu mentionnais tout à l'heure l'infrascode. Un phrase code, c'est justement, je décris tout, j'ai quelque chose de programmatique pour déployer mon système d'information. Et je pense que ceux qui ont un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine de l'IT savent très bien qu'il y a 20 ans, il y a pas mal de choses qui étaient installées un peu à la petite semaine, avec de la bidouille, et voilà, ça marchotait, et tant que ça marchait, on ne touchait plus. Aujourd'hui, avec de la phrase code, on n'a plus ces travers de s'arranger pour que ça marchote, et après on ne touche plus. On a un truc, c'est programmatique, ça marche pas, il y a des bugs, on les corrige comme dans n'importe quel soft, et finalement on gagne en contrôle. On gagne en contrôle quand on fait ça. Alors, je pense qu'il parlait de perte de contrôle d'une certaine manière, on délègue comme pour Sens. Par exemple, si tu devais déployer des infrastructures de service directement dans Sens, il faut déléguer finalement la confiance dans les infrastructures, la gestion opérationnelle des data centers chez toi. Mais tout dans ce sens-là, on va dire. D'un autre côté, quand on fait ça, moi je vois des appels d'offres de clients qui n'ont jamais contenu autant d'exigences de cybersécurité sur lesquelles il faut se justifier de comment on fait ci, comment on fait ça. J'ai jamais connu dans le monde on-prem un client qui a 200 jours d'audit avant de passer en prod. Voilà, en fait, il y a des modèles qui sont différents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien. Et au contraire, il faut se dire, quand le paradigme évolue, comment je m'assure que j'ai le bon niveau de sécurité dans ce nouveau paradigme. Et franchement, la manière dont les choses évoluent aujourd'hui, c'est pas forcément une perte de contrôle, c'est une perte de contrôle quand on le gère mal. Caroline, le mot de la fin, peut-être? Oh non, ça ne peut pas faire ça, mais c'est quand même une délégation quelque part, mais c'est pas une délégation sans contrôle non plus. Oui. Voilà, donc c'est ça qui est important, je pense. On ne délègue plus sans contrôle. Je peux vous reprendre le micro? Mes amis, je crois que nous sommes arrivés au terme de ce petit déjeuner passionnant. Grâce à vous trois, vous avez, je pense, éclairci le paysage du DSPM. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas fini avec les acronymes, puisque le prochain petit déjeuner, le 5 mars prochain, sera sur l'IAM. Alors évidemment, DSPM, IAM, EDR,
On va faire un dictionnaire des acronymes, vous verrez que ça ira très bien. Donc, Identity Access Management, on en parle le 5 mars prochain. La fois d'après, ce sera bien sûr notre forum à Lille du 1er au 3. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site Forum in Cyber, que les ouvertures, comment dirais-je, les inscriptions sont ouvertes, que vous êtes déjà très nombreux à vous presser. C'est très important parce que vous savez qu'il y a des trains qui vont à Lille et si vous alertez suffisamment, on alerte suffisamment tôt, la SNCF, elle prend ses dispositions pour ajuster ses capacités. Voilà donc le forum s'avère sur le Zero Trust, donc vous voyez on est en plein dans le thème général. Et dernière actualité, vous savez que nous avons l'Agora du forum qui est un peu notre petit think tank qui a réfléchi au mois de novembre dernier sur IA et propriété intellectuelle. C'est intéressant parce qu'on retrouve toujours le problème de la traçabilité des données. Elles sont où ? Enfin, ces données qu'on utilise dans l'intelligence artificielle, elles sont à qui ? Elles sont où stockées ? Et quels sont les droits qu'elles emportent en matière de droits d'auteur, notamment, ou droits de voisins, s'agissant de la presse. Si vous allez sur le site agora-incyber.com, vous avez les publications de notre Agora, et je pense que lundi ou mardi, nous allons lancer, en même temps que le sommet sur l'IA, sur ce site, eh bien, le document que nous avons rédigé à la suite de cette Agora, donc intelligence artificielle et propriété intellectuelle. Un vrai sujet, parce que c'est un vrai sujet, c'est est-ce qu'on aura encore demain des créateurs si les grands opérateurs d'intelligence artificielle, eh bien, vont crawler, comme on dit, vont scraper l'ensemble des données, y compris celles qui sont protégées. Voilà, donc merci d'être venus nombreux ce matin, que ce soit en live, comme on dit, ou en distanciel. Et donc, on se retrouve le 5 mars prochain, ici même, si vous le voulez bien. En tout cas, encore merci, et on peut les applaudir tous les trois.